Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Tendance 2025, rendez-vous biannuel avec les partenaires Vignovin qui est consacré ce matin à la viticulture et à la vinification. Face à des enjeux de plus en plus pressants, les acteurs de la viticulture et de la vinification doivent non seulement s'adapter mais aussi innover pour préserver leur savoir-faire tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales. Alors, les thèmes de cette année sont consacrés à des enjeux majeurs de notre époque. Les défis climatiques et environnementaux dans la filière vitivinicole et les innovations en matière de vinification et d'analyse. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réunir les experts du secteur qui partageront leur expérience et leurs solutions concrètes pour relever les défis. À travers ce webinaire, nous explorerons des initiatives innovantes, des stratégies de résilience et des pratiques durables qui permettent à la filière de naviguer vers un avenir plus responsable. Merci à tous, en tout cas, d'être là, d'être avec nous. Nous espérons que ces échanges vous inspireront dans votre propre parcours face à ces enjeux cruciaux. Je vais demander maintenant à la totalité des intervenants et nos invités donc d'ouvrir leur caméra, voilà, de me rejoindre de manière à ce que je puisse vous les présenter. Tout le monde active sa caméra et son micro, s'il vous plaît, à tous. Bonjour, bonjour. 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 J'ai encore quelques partenaires qui sont pas connectés. Donc, Bonjour. Les caméras ne marchent pas, là, ce bon, coup-ci. a priori, on a un problème de caméra, donc on va voir. Donc déjà, Régis, tu es là? Oui, je suis là. Bon, ta caméra Allez. n'est pas activée, je pense. La caméra n'est pas activée? A Moi, je priori, la non. vois activée. Bon, Je la vois Si, activée, si, moi. elle est activée. Elle est active, elle est active. bon, mais donc je ne te vois pas. Bon, donc je vous demanderai de lever la main parce que je ne vous vois pas tous. Donc Régis Castan de Freycinet, bonjour Régis, euh, va nous parler des réponses aux problématiques printanières par un accompagnement foliaire. Régis pour la société Freycinet, j'ai oublié de le préciser. Est avec nous aussi Aline Zaborowski et Geoffrey Amin de Corteva. Bonjour. Eux vont nous, Bonjour. ils vont nous parler de l'art et la manière des ravageurs à s'adapter au réchauffement climatique, tout un programme. Avec nous également Yannick Cadeau et Pascal Noaillet de Bucher-Valin qui vont respectivement nous parler, bonjour Yannick, bonjour Pascal, qui vont nous parler de la gestion des gaz dissous avant l'embouteillage et de la réduction d'eau et d'énergie. Et enfin, c'est Antoine Gruau qui nous parlera pour du jardin. Bonjour Antoine, qui nous parlera de l'internalisation des analyses. Bon, pour le déroulement de ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, nous allons enchaîner la totalité des présentations. Chaque présentateur restera seul à l'écran pour que vous puissiez vous concentrer sur sa présentation. Vous pouvez poser vos questions tout au long des présentations sur le chat. Donc, vous pouvez m'adresser vos questions. Je les poserai à la totalité des intervenants à la fin des interventions, de manière à ce que tout le monde puisse dérouler. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions au fur et à mesure. Et bien sûr, on fera le jeu des questions-réponses à la fin de des présentations. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré en intégralité et que vous pourrez le retrouver dès demain sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de Vignovin, bien évidemment. Donc, on va passer à notre premier intervenant. Donc, je demanderai à tout le monde de couper vos caméras et vos micros. Je vais garder Régis avec moi pour lancer sa présentation. Voilà, Régis, on te laisse seul. Vincent est aux commandes et tu demandes si les slides ne bougent pas à Vincent de faire passer la présentation. Allez, La bon slide suivante. webinaire à tous. Vincent, la Bon, slide, je ferai un petit signe, Vincent. Donc, exactement. Bon bonjour à tous. webinaire à tous, à tout de suite. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à ce webinaire de ce matin. Donc, je suis Régis Castan. Je travaille pour l'entreprise Freycinet. Donc, entreprise Freycinet, une entreprise familiale basée dans le temps où nous fabriquons des solutions solides en engrais amendement organique, mais aussi des solutions liquides, nutrition nutritive et biostimulants pour les parties foliaires ou en ferti-irrigation. Donc, ma présentation ce matin va être particulièrement sur la réponse aux problématiques printanières par un accompagnement foliaire. Donc, la première diapo que vous voyez, vous avez deux schémas. Un premier schéma qui montre un petit peu le fonctionnement de toute plante, qu'on parle de raisin, de tomates, de salade, ainsi de suite. Toutes les plantes ont à peu près le même fonctionnement, avec donc une partie racinaire qui va aller chercher les éléments nutritifs dans le sol, donc l'équilibre du sol,
l'importance de la matière organique, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais passer rapidement. Mais aussi, donc, on a une partie aérienne, partie foliaire, pour la vigne donc, qui démarre dès le débourrement. Et là, effectivement, on peut intervenir de façon foliaire pour pouvoir aider la vigne à faire face donc, à des manquements nutritifs ou alors à des stress abiotiques, on en parlera tout à l'heure. Autre chose aussi, c'est que la dynamique au niveau des plantes a évolué depuis quelques années, où à une époque, on avait tout ce qu'on pouvait trouver pour pouvoir protéger et nourrir, et maintenant, donc, la plante est devenue un modèle vivant qu'on prend en compte et on sait très bien qu'elle est capable de se défendre elle-même par rapport à des stress abiotiques ou aller chercher les éléments dont elle a besoin, et particulièrement l'eau. Donc, on va parler de la vigne. Avant de parler donc, de ce qu'on peut faire au niveau foliaire, il est intéressant de voir ce schéma qui est peut-être un peu compliqué, mais qui explique un petit peu le cycle de la vigne. La vigne est une plante pérenne, donc qui chaque année va repousser, perdre ses feuilles, et donc passer une saison hivernale. Et donc, là, ce matin, l'intervention est vraiment printanière, c'est-à-dire on va parler à peu près du débourrement de la vigne jusqu'à bouton floraux séparés, à veille de floraison. Et on voit sur ce schéma que la vigne va puiser énormément dans ses réserves qu'elle aura effectuées l'année N-1. Pourquoi cela? Je ne vais pas trop m'étendre, mais parce que au niveau des sols, suivant les conditions climatiques ou autres, la minéralisation de la matière organique se fait doucement, petit à petit, parce qu'il faut une température voulue. Et donc, les éléments nécessaires et l'assimilation par les racines de ces éléments-là, au niveau du démarrage de la vigne, se fait très très peu, avec en plus, au début, très peu de feuilles, donc très peu de photosynthèse. Donc la vigne va puiser dans les réserves, et à ce moment-là, elle va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc si on a un défaut à ce niveau-là, défaut climatique, c'est-à-dire un printemps froid, pluvieux, ou un printemps qui est chaud et sec, ou pas de pluie depuis quelques mois, avec le changement climatique notamment, il va être intéressant de regarder parce que on va pouvoir aider dans cette période-là jusqu'à la veille de floraison la vigne par des accompagnements foliaires pour pouvoir lui donner des éléments nutritifs, mais aussi on verra par le biais de la biostimulation. Pourquoi c'est important? Parce que le stade floraison pour la vigne est un stade très 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 important qui va définir bien sûr les fleurs et les fruits de l'année, la production de l'année, mais aussi on parle d'induction florale. Donc la vigne va beaucoup consommer d'énergie à ce niveau-là, suivant les éléments qu'elle va avoir besoin. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'aider la vigne pendant la période printanière qui peut être compliquée certaines années due à des conditions climatiques difficiles et à des conditions au niveau du sol qui sont aussi difficiles. Je fais un petit diapo pour vous expliquer un petit peu les stress abiotiques. Je vous en parlerai après, mais il est important aussi de prendre en notion tout ce qui est stress dû à l'environnement, ce que nous on appelle les stress abiotiques, qui sont différents des stress biotiques qui sont, eux, dus à des pathogènes et des ravageurs. Quand on parle de stress abiotique, on va parler donc de sécheresse, de chaleur, de froid. Si on parle des sols, on a le niveau du pH, la salinité, pardon. Donc au niveau de la partie foliaire, des parties des feuilles, au niveau du printemps, effectivement, ce sont des stress qui sont souvent présents, où il faut aider la vigne à pouvoir surmonter ces stress-là. Et pour pouvoir aider la vigne à surmonter ces stress-là, on va parler de biostimulants qui sont différents des biocontrôles qui vont, eux, plutôt travailler sur les stress biotiques. Nous, ce qu'on va vous parler, ce sont des stress abiotiques et d'aider la vigne donc à se défendre par rapport à ces stress-là. Alors, pourquoi des éléments nutritionnels et de la biostimulation? Effectivement, quand on va vous parler donc de compléments foliaires, on va souvent vous parler de compléments foliaires qui utilisent dans ces solutions des éléments nutritifs qui peuvent être complets azote, phosphore, potasse, plus magnésie, qui peuvent être seulement axés sur un élément comme phosphore, potasse ou azote, mais aussi on va vous parler de microéléments comme le fer, le manganèse. Voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est que on allie donc à ces produits-là, à ces solutions nutritives, une partie biostimulante qui va permettre donc à la vigne de pouvoir mieux répondre et de pouvoir utiliser ou l'efficience des produits ou des éléments nutritifs qu'on va lui amener. Ça va stimuler les processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'ils contiennent. Donc, c'est la tolérance au stress abiotique, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça peut être si on a des fortes chaleurs ou autres?
on peut utiliser des antioxydants qui vont aider les feuilles à supporter cette chaleur et à améliorer l'intégration des éléments nutritifs que l'on amène. Ça peut être des formes d'azote sous forme d'acide aminé pour que la vigne ait moins d'énergie pour pouvoir utiliser ces formes azotées. Ça va être de l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, mais aussi on peut parler des caractéristiques qualitatives. Je ne vais pas en parler là parce que c'est vraiment de la partie printanière, mais on peut avoir des solutions nutritives biostimulantes qu'on va utiliser plus tard dans la saison végétative, au niveau de fermeture de grappes ou de la véraison, qui vont améliorer qualitativement, qui peuvent améliorer qualitativement le raisin. Moi, je vous parle de la partie printanière. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va utiliser ces produits-là pour pouvoir donner à la vigne les éléments nutritifs dont elle a besoin, mais aussi l'aider et améliorer ou augmenter l'efficacité des produits, des solutions nutritives qu'on va lui apporter. Donc, quand on parle de cycle et de besoin et de synergie des éléments, vous avez un petit graphique qui a été mis en place par le regretté M. Crespi. Vous avez les stades du débourrement jusqu'à la floraison, véraison et maturité. Et vous avez donc la synergie ou les besoins en éléments. Vous avez ici présenté que les macro-éléments, c'est-à-dire les éléments importants, comme l'azote, le phosphore, le potasse ou la magnésie, le calcium, qui est très important aussi. On n'a pas de graphique, je n'ai pas de graphique pour vous présenter les micro-éléments, mais vous avez aussi d'importance, par exemple, quand on parle de débourrement et de la partie printanière, le manganèse, le bore, le zinc, qui peuvent être très importants. On sait tous que des vignes qui ont des problèmes chlorotiques, que c'est important d'avoir une aide au niveau du fer, parce qu'on va aider la photosynthèse. On a aussi des carences manganèses qui sont de plus en plus présentes et qui affectent la photosynthèse. Et donc, vous voyez, suivant ces synergies et ce besoin des éléments, on va pouvoir anticiper ou donner le bon programme à la vigne suivant les conditions climatiques du millésime, notamment au niveau de la potasse, au niveau de l'azote, de la magnésie, du phosphore. On sait très bien qu'au départ du débourrement, donc jusqu'à la veille de floraison, les vignes vont consommer les mises en réserve de l'année N-1, et par cette consommation-là, on a des éléments qui sont importants à prendre en compte, que ce soit l'azote, la magnésie ou le phosphore, qui sont des éléments très importants et énergisants pour la vigne pour préparer sa floraison, mais la potasse a aussi son importance, et j'en parlais tout à l'heure, le fer, le manganèse, le bore ou le zinc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir anticiper? Nous, ce qu'on aime faire quand on fait nos programmes foliaires, on aime anticiper, pouvoir anticiper les apports foliaires qu'on va faire. Donc, bien sûr, en regardant les conditions climatiques du printemps, du millésime, voir où on en est, voir ce qui s'est passé dans l'hiver, si on a eu de l'eau, si on n'a pas eu d'eau, et si on peut avoir un printemps qui soit compliqué par la fraîcheur, par la pluie, ou bien par la sécheresse ou la chaleur. Mais on a aussi des éléments qu'on peut analyser. Je vous parlais que au début, au débourrement jusqu'à la veille de floraison, ou de boutons floraux séparés plus exactement, la vigne va consommer ses réserves de l'année N-1. Et donc, on a une analyse qui est très intéressante à faire quand on peut la faire, c'est de faire une analyse de sarment qui se fait en période hivernale, décembre-janvier. On recueille des sarments et on va regarder un petit peu les éléments que la vigne a pu mettre en réserve, parce que je rappelle, la vigne va mettre en réserve les éléments à la chute des feuilles, à l'automne, pardon, dans ses bois de l'année, dans la souche bien sûr, et dans les racines. Et donc en analysant les sarments, on va pouvoir déterminer le niveau des éléments qu'on a en présence en réserve. Et nous, on a l'habitude de faire ça, on fait à peu près 250 parcelles références qu'on analyse chaque année avec Terramea ou SRDV, où on va pouvoir déterminer des niveaux par élément en azote, en phosphore, en potasse, en calcium et en magnésium. Et on peut faire ça aussi, on verra tout à l'heure, par rapport aux microéléments, le fer, le manganèse. Et ça va être un outil de décision et un outil de pilotage suivant les conditions climatiques du millésime, les mises en réserve que l'on a, le graphique que je vous ai montré, les besoins et la synergie des éléments, et on va pouvoir mettre en place tranquillement des accompagnements foliaires qui vont être adaptés aux besoins de la vigne pendant cette période-là, accompagnés de biostimulants bien déterminés
pour pouvoir aider, suivant les conditions climatiques, pour pouvoir augmenter l'efficience de ces produits. Donc là, vous avez un graphique qui se voit pas très bien, mais vous avez les résultats, par exemple, en azote en mise en réserve de 2018 à 2024. Et les deux traits verts que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les luves hautes ou basses. Et par rapport à ça, donc on va pouvoir déterminer des apports qui seront très adaptés. Donc on peut faire la même chose, on aura les mêmes résultats, pardon, au niveau du fer, du zinc, du bore et du manganèse pour ces éléments-là. Et vous voyez que le fer, depuis quelques années, on est très bas, et le manganèse aussi. Donc là aussi, on va pouvoir travailler dès le débourrement, dès à 5-6 feuilles étalées, des apports de fer qui vont aider la vigne, qui vont lui permettre d'avoir une bonne photosynthèse. Une chose qu'on n'a pas là, c'est qu'on voit aussi dans la partie des éléments en réserve les sucres, notamment l'énergie propre de la vigne, par l'amidon notamment. Et donc là aussi, on va pouvoir déterminer le niveau d'énergie que la vigne va avoir au moment du débourrement. Et là aussi, on va pouvoir travailler des éléments en foliaire qui vont augmenter cette énergie-là si jamais elle est en baisse, comme des éléments, l'azote, le phosphore ou la magnésie. Donc, un programme nutrition et stimulation que je vous ai mis là, en fait, on va déterminer des programmes pour accompagner la plante, pour pas faire n'importe quoi. On n'est plus dans un état où on dit, bah, une année je fertilise, une année je fertilise pas, une année je fais des foliaires, une année je fais pas des foliaires. C'est un cycle. Il faut prendre en compte le cycle de la vigne. Il faut prendre en compte ses besoins. Les éléments d'analyse sont importants, l'analyse de sarment pour les réserves. Pendant la période végétative, on peut faire des analyses de pétiole pour déterminer les besoins et anticiper aussi des applications foliaires ou en fertirrigation en suivant après la floraison pour accompagner le raisin jusqu'à sa maturité et jusqu'à la production. Donc, on va travailler par le sol et aussi donc en amenant des éléments foliaires accompagnés de biostimulants pour accompagner cette vigne-là. Voilà. Attention, quelque chose de très important, et je finirai peut-être là-dessus, on ne nourrit pas une plante par les feuilles. On est là que pour l'accompagner, l'aider à un instant T, à un moment donné, quand les conditions climatiques sont pas idéales et la stimulation dans le sol pas idéale, mais on ne nourrit pas une plante par les feuilles, la plante se nourrit par les racines. Donc c'est le métier premier de chez Fraissinet, attention au sol, travaillons sur le sol, et les foliaires vont être là pour accompagner, mais qui vont être un levier très 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 important pour accompagner la vigne tout au long de son cycle végétatif et avoir la meilleure production au final. Je pense que j'ai été bon dans le temps, Alain, j'espère. Je vous remercie à tous et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci. Merci Régis. Un tout petit peu long, mais bon, je sais que tu es passionné, donc ceci s'explique. Je vais te demander donc on va accueillir Aline maintenant et que j'oublie pas son prénom et Geoffrey. Je sais pas si Aline, tu restes seule à l'écran ou Geoffrey. Voilà, bienvenue à tous les deux. Je vous laisse. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Donc, Aline Zaborowski de la société Corteva AgriScience et je suis chef marché vigne et je suis accompagnée aujourd'hui par Geoffrey Armin qui est l'expert technique vigne. Donc, on souhaite vous présenter le sujet suivant qui est l'art et la manière des ravageurs à s'adapter au changement climatique et donc comment nous aussi, on va devoir aussi s'adapter. Donc cette présentation a pu se faire aussi grâce à l'appui en fait d'un entomologiste de la société Entomo Remedium, Raphaël Rosès, qui nous a fourni un certain nombre d'éléments concernant justement l'évolution de ces ravageurs. Alors on va pouvoir cliquer on va s'intéresser comme ravageurs le groupe des lépidoptères, les chenilles ou les papillons, donc souvent on les appelle les vers de grappe. Alors ces vers de grappe, ils sont au nombre il y a plusieurs protagonistes vers de grappe. On en trouve généralement 4 en France. Il peut en avoir un peu plus, mais on va retrouver essentiellement ceux-là. Donc le premier, c'est
Eudémis, la tordeuse de la grappe, qui est majoritaire dans le vignoble français. On va retrouver aussi Cochyllis, qui est un peu plus inféodé en fait à des zones tempérées. On a Eulia et la petite dernière qui est arrivée assez récemment, qui est Cryptobales, qui est une pyrale. Donc on va voir que c'est ce groupe vert de grappe, en premier lieu, quelle est leur problématique, les évolutions qui sont attendues, et donc quelles sont les solutions pour y répondre plus durablement. Donc on va pouvoir passer à la problématique. Donc les vers de grappe, bien sûr, vont impacter en fait de façon significative les rendements. Alors par des dégâts directs avec des disparitions de baies, mais aussi par des dégâts indirects. Donc via les morsures qu'elles vont provoquer en fait sur les baies, on va avoir une installation de pourriture. Et ceci forcément va impacter le rendement. Mais au-delà du rendement, on va avoir aussi des pertes qualitatives des récoltes et là vont générer finalement une vraie problématique œnologique. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des morsures, donc des blessures qui vont être sur les baies et à ce moment-là, on va avoir une évolution de la microflore. Et Saccharomyces, Botrytis, et ces différents champignons et ces différentes microflores vont produire certains métabolites et qui vont forcément impacter derrière. Donc il y a aussi l'installation d'Aspergillus qui lui va produire sous certaines conditions une toxine qui s'appelle l'ochratoxine et cette ochratoxine est régie par des seuils réglementaires bien stricts. Autre élément au niveau problématique qualitatif, c'est la modification, bien sûr, d'équilibre œnologique. Les baies qui sont touchées, on va avoir un assèchement et donc une augmentation aussi de la teneur en sucre. Et forcément, on va avoir un déséquilibre potentiel derrière. Donc, bien sûr, il existe différentes solutions pour diminuer et atténuer en fait l'ensemble de ces pertes, mais c'est clair que ça complexifie les étapes, toutes les différentes étapes, à la fois sur la partie viti et à la fois sur la partie vinif. Et aussi, ça va forcément représenter un coût. Donc, il est vraiment indispensable d'avoir un œil dessus sur ces vers de grappe. Donc, comment, en fait, ces ravageurs vont évoluer avec le réchauffement climatique? On note 3 phénomènes différents, dont le premier phénomène qui est le changement d'aire géographique. Donc, pour ce phénomène-là, je vous ai dit que la Cochyllis était inféodée à des zones tempérées et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit avec le réchauffement climatique la chute de sa répartition dans le vignoble français. Mais malheureusement, au contraire, Eudémis, l'autre tordeuse qui est majoritaire, elle s'étend de plus en plus. Et les différents scénarios scientifiques concernant en fait l'évolution climatique fait qu'on a simulé et on a remarqué et il semblerait que on pourrait avoir une répartition de Démis plutôt maintenant dans le nord. En fait, elle va se progresser vers le nord et on s'attend d'ici 30 ans à son évolution, à un déplacement de 1300 km, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des changements d'aire géographique de ce type de ravageurs. L'autre phénomène, c'est l'évolution de la dynamique des ravageurs. Donc, qui dit réchauffement climatique va dire émergence de plus en plus tôt des adultes. Alors, ça a quoi comme conséquence? Première conséquence, apparition d'une 4e génération, par exemple, de Démis. Aujourd'hui, on en a 3. On note de plus en plus une 4e génération et elle est déjà bien complète, par exemple, au Portugal et en Espagne. Et on a aussi une accélération du cycle. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un chevauchement des générations et un début de 3e vol de plus en plus tôt. Alors là, il faut être hyper vigilant. Ça veut dire qu'on va se retrouver à un moment donné avec des stades complètement différents. Au niveau des ravageurs, on va avoir des œufs, des larves, des adultes. Et grosse vigilance, notamment sur la 3e génération, qui se situe souvent sur fin juillet, mi-août,
et grosse vigilance à cette période-là parce qu'elle peut être très impactante sur le rendement et sur la partie qualitative. L'apparition aussi, le troisième phénomène, c'est l'apparition de nouvelles espèces de ravageurs plus thermophiles. Donc, c'est le cas, par exemple, de la pyrale Cryptoblablès, qui est en expansion. Alors, aujourd'hui, on la retrouve notamment donc, sur l'arc, le pourtour méditerranéen, mais on commence à voir son évolution dans le sud-ouest, notamment dans le Tarn. Et pour la petite anecdote, on l'a retrouvée et identifiée, par exemple, aussi en Angleterre et en Belgique, parce que là aussi, on commence à avoir en fait de la vigne. Donc, on retrouve en fait cette expansion également de cette nouvelle pyrale. Alors, au niveau, donc, on a compris que la lutte va devenir de plus en plus complexe entre le chevauchement des espèces et le chevauchement des générations. Alors, quelles sont les solutions pour y répondre durablement? Déjà, premièrement, surveillance. Ça, c'est indispensable au niveau, on peut cliquer, au niveau de la surveillance, c'est le suivi des populations qui est permise par des piégeages, soit phéromones, soit piégeages alimentaires, mais aussi l'identification des espèces. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Cryptoblablès? Est-ce qu'on a Cochyllis? Donc, bien comprendre qui on a, parce que ça va déterminer le choix des solutions et va permettre aussi l'optimisation des interventions en suivant en fait leur présence et à quel stade nous sommes. Donc, les moyens de lutte par rapport à ça, on va devoir mixer les méthodes alternatives qui sont essentiellement aujourd'hui basées sur la confusion sexuelle. Donc, petit remarque par rapport à la confusion sexuelle. La confusion sexuelle est dédiée et spécifique d'une espèce. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de connaître quelles espèces et quel type de vers de grappe j'ai dans mon vignoble. Et aussi, on va mixer donc ces méthodes qui vont permettre de réduire en fait le niveau de population et avec des solutions qui vont avoir un effet insecticide. Alors, ces solutions à effet insecticide, il y en a plusieurs et il va falloir bien veiller à utiliser des solutions à effet insecticide qui vont me permettre une plus grande flexibilité. Donc, ce qui compte de mixer en fait ces méthodes alternatives et ces solutions, c'est la complémentarité de spectre. Donc, quelle espèce et quel vers de grappe j'ai dans mon vignoble et aussi la complémentarité d'action. Je vais utiliser une confusion pour réduire en fait finalement la population. Je vais utiliser ce type de solution pour si je suis au stade œuf, au stade larve ou au stade adulte. Donc, le troisième volet, c'est la partie auxiliaire. Entretenir la faune auxiliaire du vignoble, c'est crucial, mais aussi il va falloir prendre en compte la sélectivité vis-à-vis des auxiliaires de l'ensemble des moyens de lutte. Donc, Corteva, pour répondre à cette problématique d'évolution et vers de grappe, on vous propose une solution qui s'appelle Phycilia, qui est une solution à base de Calcova active, donc ou appelée également en fait spinosade, qui est un produit naturel issu de fermentation et qui présente les caractéristiques suivantes. 1. Il présente une efficacité sur l'ensemble des vers de grappe, dont la nouvelle pyrale Cryptoblablès, et présente l'intérêt d'avoir un double effet, un effet ovolarvicide et larvicide, et aussi agit de doublement, soit par contact et par ingestion. Il est compatible, cette solution est compatible avec les stratégies de lutte par confusion, qui eux, vont réduire en fait finalement la présence et le niveau de population, et également, il présente une bonne résistance au lessivage et est utilisé à la fois en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique. Donc, cette solution, ces caractéristiques permettent de le placer comme une solution qui va être adaptée en fait aux enjeux de demain et à l'évolution de ces ravageurs pour demain. Donc, je vous remercie de votre attention.
Petite information, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'ensemble des gammes, etc., n'hésitez pas à aller sur Place des Agriculteurs. Donc, j'ai mis le site internet où on a un ensemble d'articles, d'informations et on a vraiment un pôle qui est dédié, en fait, pour le monde Viti. Voilà. Merci Aline, merci Geoffrey. On se retrouve tout de suite après pour les questions. On va enchaîner avec, je pense que c'est Yannick, ouais, c'est Yannick. Donc Yannick, je ne sais pas si ta caméra fonctionne. Oui, le voilà. Donc Yannick, Oui, me voilà. Est-ce que vous... je te laisse avec la salle. À tout de suite Yannick. D'accord. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Yannick Cadot, chef produit donc, au sein de la maison Bûchère-Valin. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui, donc à l'occasion de ce webinaire, une toute nouvelle offre de solutions de Bûchère-Valin pour répondre justement à la problématique de la gestion des gaz dissous. En gaz dissous, je vais parler du CO2 et surtout de l'oxygène. Donc, cette toute nouvelle gamme que l'on nomme Pervelis permet donc d'ajuster la consigne selon la consigne de l'opérateur en fait et de façon tout automatique la teneur en CO2, mais surtout et aussi de réduire celle en oxygène pour une meilleure conservation du vin et une meilleure qualité du produit final. Donc, comment ça marche? En fait, on va utiliser ce que l'on appelle un peu la notion ou le principe des contacteurs membranaires. Alors, on utilise le terme membrane, mais j'attire l'attention qu'en fait, il ne s'agit absolument pas d'une filtration, mais plutôt d'une notion d'échange entre une solution liquide et un gaz. Donc, on va avoir un compartiment dans lequel on va avoir en fait du liquide qui va circuler, donc ce sera le vin, et un autre compartiment dans lequel on va avoir un gaz, le CO2, qui va plutôt être en balayage, et en fonction d'un différentiel de pression, on va dire de pression partielle, on va avoir ces échanges de gaz selon la consigne souhaitée, à savoir une réduction de l'oxygène et ou une augmentation et une réduction de la teneur en CO2. Une des spécificités de notre appareil par rapport à un petit peu ce qu'on va retrouver aussi au niveau des différents équipements du marché, c'est que il y a un brevet sur cet équipement-là qui est très important parce qu'en fait, il va permettre de pouvoir garantir toujours une précision du dosage en sortie, quelle que soit la fluctuation du débit d'alimentation en entrée. La plupart de tous les équipements ne permettent pas justement d'avoir cette répétabilité, on va dire, infaillible. Donc, ce sont des mesures en ligne de CO2, des mesures en ligne d'oxygène également, donc des machines qui sont équipées de capteurs pour pouvoir contrôler tous ces paramètres et ainsi de démettre. Donc, tout est automatique, que ce soit le traitement, le lavage. On va dire que l'opérateur a juste à mettre ses consignes, à faire start, et la machine gère tout d'elle-même. Et puis aussi, on a donc développé tout un système de traçabilité grâce à un serveur web intégré qui permet de récupérer et de retrouver toutes les datas et les données du traitement qui vient d'être réalisé. Voilà. Donc, les atouts de cette technique, en fait, ils sont relativement nombreux et j'en présente juste les principaux. Il y a notamment la flexibilité de cet appareil parce qu'il permet de travailler soit sur des vins tranquilles, soit sur des vins effervescents. On va pouvoir aussi travailler de cuve à cuve si on veut, par exemple, corriger les teneurs en gaz d'une cuve et pour pouvoir l'envoyer après dans un autre site pour une mise en bouteille qui va se faire, par exemple, sur un site éloigné. Ça peut être une solution qui peut être insérée directement sur une ligne de tirage, par exemple intégrée dans des systèmes de palettes de filtration ou en amont juste de la palette de filtration pour pouvoir corriger et ajuster les teneurs en gaz dissous juste avant la mise en bouteille. Et puis une autre application qui est aussi de pouvoir gazéifier des vins pour pouvoir créer des vins dits effervescents ou faire de la carbonatation. Et l'intérêt de cette solution-là, c'est qu'on va pouvoir avoir des bulles très fines et ajuster exactement à la teneur que l'on souhaite
le dosage de CO2. Donc on a une solution qui est très efficace et qui permet de traiter à la fois la réduction d'oxygène et ou la gestion du CO2 en une seule et même étape. Il y a un seul et même passage, il n'y a pas plusieurs passages à faire sur la machine, c'est un seul, et on va gérer les deux gaz en même temps. C'est très précis grâce au brevet qui a été développé, et donc on peut garantir un niveau de dosage et sa répétabilité sur différents lots. Et puis surtout la gazéification que l'on peut faire avec cet appareil-là par rapport à un système dit traditionnel, on va avoir 3 fois plus d'efficacité et donc on va pouvoir consommer 3 fois moins en gaz, en CO2 pour un même résultat de gazéification, avec ici l'avantage surtout, c'est qu'on va créer de la bulle très fine et pas de la bulle plutôt grossière qu'on pourrait atteindre avec un fritté. Voilà, donc je donne quelques exemples plutôt sur l'ajustement du CO2 de deux types de vins qui ont été faits récemment. Un Sauvignon blanc où on avait une cible à 1,05 et on partait de 1,8 et vous voyez, à la sortie, on était à 1,05 précisément. Et idem pour un rouge qui est un assemblage de Gamay Cap Franc, où là, j'avais, désolé, pas la valeur en entrée, mais on cherchait du 0,8 et au final, on était très très proche du 0,8 puisqu'on était au 0,83. Donc, ce qui montre bien effectivement la qualité et la précision du dosage que l'on assure. Voilà, juste une petite slide juste pour vous montrer et de visualiser de quoi je parle, parce que voilà, c'est une machine, ça c'est l'exemple d'une machine Impervelis 100. Vous voyez que c'est pas très encombrant, ce sont des machines qui ont des petits dimensionnements où on va retrouver toute une interface tactile, donc facile à piloter. Il y a très très peu de paramétrage, hein. Il faut juste renseigner, je vous dis, les consignes de dosage que l'on souhaite et les valeurs initiales du produit, et la machine va tout gérer d'elle-même. Sur la partie droite de l'appareil, on a toute la CIP qui est intégrée. L'intérêt d'avoir une CIP intégrée, c'est que justement, ça va pouvoir, pour nous, s'assurer que les opérateurs vont respecter les consignes de nettoyage parfaitement, parce que s'il y a des dérives sur les consignes, que ce soit en température ou en dosage ou en type de produit de lavage qu'on va intégrer dans la procédure de lavage, ça peut avoir des effets importants sur la durée de vie du contacteur membranaire. Et donc, on le voit aussi donc à l'arrière de cet équipement-là, le contacteur membranaire, on le voit sur la partie gauche de la photo. On voit le contacteur membranaire, donc avec la belle étiquette 3M. Pourquoi 3M? Parce qu'aujourd'hui, il y a un seul fabricant au monde de l'ensemble qui fournit l'ensemble des opérateurs qui travaillent avec des contacteurs membranaires. Donc, c'est une société 3M américaine. On va utiliser dans cet appareil-là, en fait, un système de vide. Et donc, on a sous l'appareil, vous voyez un gros bloc bleu qui est une pompe à vide qui permet justement de générer ces pressions différentielles de gaz et de permettre de faire ces échanges. Notre gamme donc est composée aujourd'hui de quatre modèles, donc du 50, 100, 200, 300, comme vous voyez. Donc en fonction du modèle, vous avez des capacités de traitement qui vont bien sûr être croissantes. Et puis j'ai mis en correspondance, notamment par rapport au vin tranquille, ce que ça représenterait en termes de capacité de ligne d'embouteillage quand on place un Pervélis juste en amont d'une ligne d'embouteillage, d'une tireuse. Donc vous voyez que les premiers modèles peuvent aller jusqu'à 5 à 10 000 bouteilleurs. Et on peut aller bien sûr au-delà. Et avec une possibilité sur des équipements beaucoup plus gros de faire du sur-mesure. Parce que à chaque fois, quand on est sur vraiment des installations avec des dimensionnements importants, il y a beaucoup de spécificités. Et donc ça, on est à même de répondre à ces cas-là. Donc on voit qu'en termes d'ajustement CO2, eh bien, on peut aller jusqu'à 10 grammes litre avec une précision de plus ou moins 25 000 grammes par litre. Donc vous voyez le niveau de précision du dosage. Et pour la réduction de l'oxygène, on est capable d'aller jusqu'à une réduction de 99% de l'oxygène contenu dans le vin, avec là aussi une précision de plus ou moins 5 microgrammes par litre. Donc, ce qui confirme la maîtrise de ce procédé et surtout comme l'efficacité du brevet qui permet de lisser complètement le dosage, quelle que soit la fluctuation au niveau de l'alimentation en vin de la machine.
Donc voilà, donc juste quelques mots, ce petit tour d'horizon, juste pour vous présenter très brièvement cette nouvelle technologie chez Bucher-Vaslin, puisqu'elle a été présentée pour la première fois au salon du Vinitech l'année dernière. Donc solution qui est vraiment adaptable à tout type de structure, et donc c'est vraiment un moyen très efficace grâce à justement cette précision qui est assez infaillible pour maîtriser le taux d'oxygène et d'ajuster la teneur en CO2 afin d'atteindre vraiment la stabilité et l'équilibre souhaité par le client final. Alors n'hésitez pas à poser des questions à la fin de toutes les présentations, sinon vous avez sur cette slide mes coordonnées, et donc si vous souhaitez un peu plus de temps d'échange, n'hésitez pas à me contacter, et puis ce sera avec plaisir que j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Yannick, merci de ta présentation. On va enchaîner, je pense que c'est avec Antoine, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est Antoine qui est là à l'écran. Allez, on enchaîne, je te laisse avec la salle. Très bien, merci beaucoup. Déjà, félicitations à tous d'être présents aujourd'hui. Et puis, pour les prochains qui nous rejoindront pour le replay, je vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, merci à Vignovin et notamment à Alain pour l'organisation. Moi, je vais aborder l'analyse multiparamètres à la propriété. Je vais essayer, au travers de ma présentation, de vous partager des idées, des solutions pour pouvoir faire des économies. Je ne sais pas si parmi vous, certains sont en recherche de solutions pour réduire des coûts. Je pense que les temps qui courent sont plutôt dans cette tendance. Je pense aussi parmi vous que vous souhaitez gagner en confort, en réactivité. Alors là encore, j'aurai des éléments à vous partager. Et puis, on parle de réduction des intrants. C'est, je dirais, un thème aussi qui est d'actualité, mais encore faut-il savoir sur quelle base on se positionne au départ. Et si moi, je vous donnais la possibilité, par exemple, de connaître la concentration en azote de vos mous de manière très simple, de pouvoir justement après, à bon escient, utiliser les adjuvants œnologiques à la juste mesure. Donc, Vincent, je te laisse avancer. Effectivement, on va parler d'intérêt économique, d'intérêt technique, de gain de réactivité. Parmi vous, vous êtes peut-être pas équipés. Beaucoup font sous-traiter, je pense, par facilité. Et je serais tenté de dire, j'y vois pas forcément d'inconvénient, dans le sens où l'idée, c'est pas de vous transformer en laborantin, chacun son métier. Néanmoins, sur tout ce qui est analyse de routine, je pense que une grande partie peut être faite à la propriété, notamment sur les paramètres santé du vin. Je serais, par exemple, le suivi des SO2, le suivi de l'acidité volatile. On a parlé également sur la présentation précédente de Yannick de l'oxygène dissous. La mesure de l'oxygène dissous, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la propriété. Et puis l'azote, etc., etc. Ça va vous permettre d'avoir énormément de billes pour pouvoir construire une stratégie efficace pour réduire les coûts, notamment d'analyse, puisque clairement, le suivi analytique, lorsque l'on fait sous-traiter, moi, quand j'étais en production dans le vignoble du Jurançon, qui est un petit vignoble qui fait, on avait 40 hectares en production, un suivi analytique, c'était entre 10 et 12 000 euros il y a de ça une dizaine d'années. Donc, je pense que, comme tout, les coûts sont pas amenés à baisser. Donc, 10-12 000 euros, dites-vous bien qu'aujourd'hui, au niveau des équipements, c'est des choses qui peuvent être amorties en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. On va pouvoir avancer. Donc moi, je vous présentais le LQA et puis le DSOnophoto. Le LQA, c'est un analyseur qui fonctionne par infrarouge. On parle de MIR, moyen infrarouge. Vous avez certainement entendu parler de l'analyse infrarouge puisque il y a une marque qui est très, je dirais, visible depuis une vingtaine d'années au niveau de l'énologie. Nous, on a choisi de travailler avec un autre fabricant qui, lui, a presque la même durée d'existence que Dujardin Saleron. Voilà, ce fabricant, c'est Perkin-Elmer. Et nous, pourquoi on a choisi de travailler avec Perkin-Elmer? Tout simplement parce que
Ben, l'ingénierie application, lorsqu'on veut développer des nouvelles méthodes, elle est basée en France. C'est un équipement où on peut avoir accès à distance puisqu'il fonctionne sous Windows. Donc, comme votre PC, lorsque vous avez besoin que l'informaticien ait accès à votre ordinateur, ben, nous, c'est la même chose avec TeamViewer. Donc, ça, c'est vraiment un grand confort et je sais que mes clients en Corse, ils en sont très, très satisfaits de cette solution-là, de pouvoir avoir accès à distance. Vous imaginez bien les gains de temps et de réactivité. Et puis, je vais vous parler du DSO No Photo. Là, on va être sur la photométrie. Donc on va faire de l'analyse dite enzymatique ou colorimétrique. On va pouvoir continuer. Donc, le LQA, c'est un analyseur infrarouge. On va être sur un équipement clé en main, voilà, compact. Alors, il n'y a pas de passeur d'échantillon sur cette version-là, puisque je dirais, en moins de 40 secondes, vous allez avoir le résultat. Donc, à l'échelle d'une propriété, ça reste tout à fait jouable. On va avoir la possibilité d'analyser les contrôles maturité, les mous en fermentation et les vins. La chose la plus importante sur l'analyse infrarouge, c'est la préparation de l'échantillon. Ça, c'est la première des choses. Certains vont me dire, oui, mais la chose la plus importante, c'est la calibration de l'appareil. Bon, je suis en train de dire, oui, ça tombe sous le sens, mais l'idée, c'est l'appareil, la calibration, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Par contre, vous pouvez avoir un appareil qui est très bien calibré. Si les échantillons sont mal préparés, c'est-à-dire par exemple pas dégazés ou pas filtrés, si je prends l'exemple des mous, ben, l'appareil en fait va vous donner des résultats avec un biais et ça c'est pour moi fondamental. Donc nous, dans le package, quand on propose un analyseur infrarouge, il y a toujours une centrifugeuse qui est associée. On va avoir très peu de réactifs, c'est ça aussi l'intérêt de l'analyse infrarouge. Une solution qu'on dit de zéro pour faire, je dirais, l'auto-calibration, vérifier que la cellule de mesure est bien propre. Et puis, une solution de nettoyage. Voilà. On peut même avoir deux solutions de nettoyage. Lorsque l'on passe des mous, on a une solution de nettoyage enzymatique. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc là, ben, en clair, je vais insister sur un point. On est les seuls aujourd'hui à garantir notre équipement, notamment l'interféromètre, donc 10 ans. Et ça, c'est très important puisque l'interféromètre, cette partie de l'appareil, c'est celle qui permet en fait de transformer des données brutes, donc ce qu'on appelle des données spectrales, en résultats. Et c'est vraiment l'équipement, je dirais, ou du moins la partie de l'équipement qui fait le rôle de juge de paix. Voilà, c'est sa conception en tant que telle, sa robustesse vous apporte la fiabilité des résultats. Ça, c'est très important. Et donc, c'est un équipement que l'on ne va pas déplacer comme ça. Vous avez vu, ça pèse quand même 22 kilos. Donc, c'est un équipement que l'on laisse sur une paillasse ou du moins dans une pièce qui est sèche. Forcément, il y a de l'électronique. Comme votre ordinateur, on ne le met pas au fond de la cave. On va pouvoir avancer. Donc, les paramètres sur les mous. Donc, je vais insister sur, outre les paramètres classiques, sucre, acidité totale, pH, azote. Là, on va avoir aussi, par exemple, l'acide gluconique et le glycérol. Je prends l'exemple de vignobles comme le vignoble champenois. Les centres de pressurage, l'analyse de l'acide gluconique devient un contrôle libératoire. Ben là, en fait, c'est quand même très simple et très aisé de pouvoir justement faire cette analyse-là. Je rappelle, l'acide gluconique, c'est un excellent traceur pour identifier des vendanges botrytisées. Voilà. On va avoir aussi la possibilité de mesurer les anthocyanes sur mou. Voilà. Et puis sur les vins, donc on va avoir l'alcool, l'acidité totale, l'acide malique, donc pour le suivi malo, la volatile, glucose, fructose, pH. Et puis, si demain on est amené à développer de nouveaux paramètres, je pense par exemple aux intensités colorantes sur vin, eh bien c'est des choses qui ne feront pas l'objet d'un surcoût pour l'opérateur, une simple mise à jour. Et ça c'est aussi un point important, c'est que nous l'appareil qui est proposé, il n'est pas proposé juste avec un pack de 4 ou 5 paramètres. Nous, on le propose avec l'ensemble des paramètres. Et lorsque on développe un nouveau paramètre, on fait une mise à jour. On peut avancer.
On va venir sur le DS Sonophoto. Cet appareil-là, en fait, on parle de photométrie. L'intérêt du photomètre par rapport à un spectrophotomètre, c'est que là, la longueur d'onde, elle est fixe. C'est une LED, et donc, je serais tenté de dire, c'est on-off. Soit la LED, elle fonctionne, donc elle est opérationnelle, soit elle est grillée. Donc, on est parti sur une LED et pas sur une lampe tungstène, puisque vous savez comme moi, vous serez d'accord avec moi que les LED ont une durée de vie bien plus importante. C'est un équipement 100% fabriqué chez nous, chez Dujardin Salleron. Autant la partie optique, mais également la partie application. Donc là, vous voyez, il y a un smartphone. Donc ça fonctionne sous Android, smartphone ou tablette, et vous allez être guidé. Voilà. Donc moi j'aime bien l'appeler, c'est le Thermomix du vigneron. Il fait pas encore la soupe, mais il vous explique justement les pipettes à utiliser. Et c'est ça aussi, quand je reviens à l'idée de ne cherchez pas à devenir laborantin, à retenir tous les protocoles par cœur. Là, aujourd'hui, vous êtes guidé, c'est intuitif. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis, vous récupérez les fichiers après sous forme de données CSV. Donc, vous les remettez dans un tableur et c'est remis au propre. Et là, on va pouvoir voir sur la slide suivante, justement, eh bien, son encombrement qui est très réduit. Pareil, c'est un équipement. Alors, à la différence du LQA, c'est que c'est un équipement que vous pouvez amener dans votre chai. Vous l'emportez avec vous, hein, ça tient dans le creux d'une main. Et donc, ça vous permet de faire quand vous faites vos contrôles sur flux, ça, c'est pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir de connexion Wi-Fi puisque ça fonctionne via Bluetooth. Donc là, peu importe, vous mettez votre smartphone ou votre tablette, vous êtes relié. On va pouvoir continuer. On va avoir tous ces paramètres-là, que vous voyez à l'écran. Donc, quand je vous parlais de paramètres santé, donc par exemple l'acide acétique, vous allez pouvoir faire votre suivi malo, vous allez pouvoir faire un contrôle acide gluconique, l'azote sous forme ammoniacale ou alpha-aminé. Et puis, par exemple, l'analyse du cuivre, cette analyse-là, elle a un intérêt sur des millésimes qui sont secs. Alors, ce n'est pas le cas du millésime 2024, mais je reprends des millésimes antérieurs où on avait très peu de lessivage sur gras et on se retrouvait avec des fermentations qui patinaient à démarrer. Pourquoi? Parce qu'on avait des fois des concentrations de cuivre à la vendange qui étaient un peu importantes et on sait que le cuivre est un antifongique. Donc voilà pour les paramètres. Et puis en termes de performance, 10% d'incertitude, voilà, c'est quand même, je dirais, extrêmement précis. C'est comme au laboratoire. Et on ne propose pas, par exemple, l'analyse des sulfites avec le DS Sonophoto comme avec le LQA. Pourquoi? Parce que pour le DS Sonophoto, le kit, en termes de durabilité dans le temps, c'est pas stable. Et surtout aussi, c'est que l'analyse des sulfites ne se fait pas avec la même longueur d'onde. Et donc, c'est pas possible avec le DS Sonophoto. Pour le LQA, c'est différent, c'est que l'analyse SO2 par infrarouge, aujourd'hui, on n'est pas satisfait de la fiabilité des résultats. Étant fabricant de titrateurs SO2, où on assure des justesses de résultats à plus ou moins 10%, avoir des résultats, certes par infrarouge en SO2, avec une incertitude autour de 20%, pour nous, c'est pas tenable. Voilà. On va pouvoir continuer. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez suivi jusqu'au bout. En tout cas, moi, je me tiens à votre disposition pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Vous avez le mail en bas de page. Certains parmi vous, je vous vois connecté. Vous avez aussi mon numéro de téléphone. En tout cas, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre, même dans un second temps. Voilà. Bon suivi de webinaire. Je vous avais perdu, je viens de revenir. Je suis désolé. Bon, on va enchaîner. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai des problèmes de coupure. On va enchaîner avec Pascal. Yannick, non, c'est Pascal qui est là. Non. Je vois Yannick à l'écran, c'est Pascal, oui. Donc, Pascal, je te laisse avec la salle. Et s'il y a des problèmes de coupure, Vincent, je te demanderai effectivement de conclure si j'ai des problèmes de connexion. Donc, éventuellement, ça peut arriver que je n'arrive pas à me reconnecter à la fin. Allez, à toi. Merci Alain. Bonjour à tout le monde et merci à Vignova pour l'organisation de cette matinée. Donc, je me présente, Pascal Nollet, chef produit de la gamme
réception vendange et pressurage au sein de Buchères-Valin. Et le sujet qui m'amène à vous ce matin, c'est notre érafloir Delta Oscillis, dont la principale force est d'appliquer seulement l'énergie nécessaire pour séparer le grain de raisin de la rafle. Alors, comme on le sait tous, hein, la fonction d'un érafloir, c'est bien effectivement de séparer le grain de la rafle. Ce que l'on sait du raisin, c'est que pour une baie qui fait de 1 à 3 grammes, sa force de séparation de son pédicelle est de 1 à 5 newtons, à savoir 100 grammes à 500 grammes. Alors la solution qui a été proposée par Buchères-Valin et qui a fait l'objet de 2 brevets a été d'augmenter artificiellement ce poids de baie par la mise en vitesse de la grappe et d'arrêter le parcours de cette grappe sur une surface ajourée. De ce fait, la baie voit son poids augmenter par inertie et il y a suffisamment de force pour séparer cette baie de sa rafle. Alors comment ceci est-il mis en œuvre? On peut le voir sur cet érafloir par l'intermédiaire d'une cage de forme rectangulaire qui permet de faire un traitement en monocouche des grappes. Et l'originalité qui a fait l'objet d'un autre brevet exclusif, celui-là, a été de mettre un point de pivot virtuel. Alors, ça veut dire que le point de pivot n'est pas sur la cage, il est en dehors de la cage, et le bénéfice donné par ce point de pivot est qu'il permet de donner une force de séparation dès que la grappe rentre dans la cage. Donc dès que la grappe rentre dans la cage, elle subit suffisamment de force pour séparer les premiers grains. Et l'autre bénéfice que va donner cette cage, ce point de pivot virtuel, est de faire en sorte que durant le parcours de la grappe dans cette cage, la force entre le début et la fin va être faiblement progressive, avec quasiment de la même force. De ce fait, le parcours va être très court. Et de ce fait, on va avoir une cage qui va être de petite taille et une machine qui va être aussi plus compacte. Donc effectivement, les bénéfices sont un encombrement réduit avec moins de battements qui va être subi par la grappe de raisin, moins de battements, moins de jus. Et comme la machine est très compacte, on a un temps de lavage très réduit. Alors, si on peut comparer maintenant, si on peut faire un élément de comparaison avec nos premiers érafloirs que vous avez sur votre droite, qui est l'Oscillis 200, on voit qu'on avait dans ce premier dispositif une cage avec un point pivot fixe. Ça veut dire que dès que la grappe rentrait dans la cage, il n'y avait pas de battement. Ça veut dire que la première partie de la cage ne servait, on va dire, à rien. Et on arrivait que, après cette moitié, à avoir une force suffisante des raflages. Et à l'inverse, en bout de cage, on pouvait avoir une force de séparation qui était trop importante et qui pouvait abîmer le raisin, voire abîmer les rafles. On voit qu'avec ce nouveau système de point de pivot virtuel, effectivement, on a une force qui est beaucoup plus faible et constante, et surtout qu'on a réduit la hauteur de chargement, ce qui apporte un confort pour l'opérateur, et une sécurité. Donc, ce qu'on peut revenir et les points de bénéfice de cette machine qui se décline aujourd'hui en 3 modèles, de 0 à 25 tonneurs en vendange grappe entière et qui peut aller jusqu'à 40 tonneurs en vendange mécanique, c'est que comme elle est compacte et qu'elle génère peu de jus et peu triturante, elle est relativement facile à nettoyer. Elle nécessite, selon les modèles, et effectivement, selon la taille de l'érafloir, entre 15 et 25 minutes, à savoir 0,17 litres par kilo de raisin traité contre 0,5 litres d'eau par kilo de raisin traité pour un érafloir traditionnel. Donc une économie en eau, elle est plus simple à nettoyer et aussi elle permet un travail, un lavage en sécurité
puisqu'il n'y a qu'une seule cage qui est en mouvement, et pas, par exemple, comme dans notre aérafoire E2 avec une cage rotative, un arbre est une cage en rotation. Sur l'aspect énergétique, il faut reconnaître qu'on n'est qu'à 0,82 watts par tonne, ce qui est extrêmement faible par rapport à la technologie de cage rotative avec un arbre en rotation, ou par rapport qui est de 150 watts par tonne, ou des systèmes oscillants de certains de nos compétiteurs qui peuvent aller jusqu'à 345 watts par tonne et qui vont se concrétiser par effectivement de l'énergie, peut-être de la trituration. Cette énergie va être consacrée à autre chose que séparer le grain de la rafle, mais aussi par de la production de bruit. Et c'est aussi une des qualités de cet aérafoire, c'est qu'on a sérieusement réduit la production de bruit avec ce système oscillant. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Vous trouverez dans cette diapo nos coordonnées et puis surtout n'hésitez pas à nous consulter pour avoir davantage d'informations. Je vous remercie. Merci Pascal, merci à tous. Je vais demander à tous les interlocuteurs, tous les présentateurs et tous les intervenants d'ouvrir leur caméra. On est bien dans le timing, mais donc je vais vous demander, j'ai quelques questions. Je vais vous demander d'être relativement rapide sur vos réponses si possible, de manière à ce que je puisse en passer le plus possible. Donc, ne détaillez pas trop si c'est possible. J'aurais une première question pour Régis. Régis, la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut mélanger les engrais foliaires avec les produits phyto? Ouvre ton micro. Ouvrez vos micros tous. Ouvrez tous vos micros. Vous les avez coupés. Pardon. Voilà. Je parlais dans le vide. Oui, il est toujours possible de mélanger les engrais foliaires donc avec les produits phytosanitaires, ils sont compatibles. De toute façon, nos distributeurs ont les tableaux de compatibilité. Il est quand même préférable de faire un essai au seau avant et de mettre toujours l'engrais foliaire à la fin. Quand on fait son mélange dans la cuve de l'appareil à traiter, on met à la fin l'engrais foliaire. Alors, en tant que puriste, je dirais que c'est encore plus efficient si on le passe tout seul. Et attention aux températures de positionnement. Bien, Aline ou Geoffrey, je ne sais pas qui va pouvoir répondre, mais on parle de la solution Ficilia et en quoi elle permet de répondre aux problématiques et notamment de la pyrale. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la solution Ficilia, c'est que en fait, cette solution a le bénéfice en fait d'être autorisée en fait sur un ensemble d'espèces vers de grappes, dont la pyrale Cryptoblabless, qui est la nouvelle pyrale qui est plus aujourd'hui présente en fait en Méditerranée et qui est en train de s'étendre en fait sur le reste du vignoble. Et là, la polyvalence en fait de cette solution est très intéressante parce qu'en fait, se retrouve la Cryptoblabless souvent est présente avec Eudémis. Et là, en fait, c'est intéressant d'avoir en fait des solutions qui peuvent, être efficaces sur un ensemble d'espèces pour pouvoir en une intervention en fait maîtriser plusieurs types de ravageurs vers de grappe. Et en plus de ça, Ficilia bénéficie aussi d'une autorisation et est efficace sur les drosophiles et dont la dernière, la Drosophila Suzuki, qui pose de plus en plus de problèmes. Bien. Antoine, pour Dujardin, sur le LQA, quels sont les consommables à utiliser? Est-ce que tu peux nous parler des coûts de ces consommables? Ok, comme je disais, donc au niveau des consommables, donc on a une solution qui s'appelle le Zéro, donc qui est fourni en petits flacons de 30 millilitres. Un flacon, on fait 1 litre de solution. En clair, une boîte de 6 flacons, il y en aura pour 35 €, quoi. Oui. La même chose pour la solution nettoyage, c'est le même conditionnement et c'est le même prix. Après, moi, quand je fais une offre de prix sur un LQA, j'envoie toujours le prix des pièces détachées parce que souvent c'est quelque chose qui n'est pas connu. Voilà, donc moi je suis très à l'aise là-dessus sur le prix des pièces détachées sur nos équipements. À savoir qu'en plus de cela, on ne fait pas de contrat de maintenance sur nos équipements.
Merci, merci. Yannick, quel est le principe du contacteur membranaire sommairement, hein, parce que je sais que ça doit être compliqué, donc sommairement, est-ce qu'on peut résumer ça facilement? Alors je vais essayer. Je vais essayer l'exercice, il n'est pas facile. Euh, En fait, le piège, c'est qu'on parle de contacteur membranaire et du terme membrane. Donc, qui dit membrane dit filtration. En fait, c'est pas une filtration. Il faut considérer que euh, il y a un liquide qui passe dans un tube avec une paroi qui est, on va dire, microporeuse, mais qui est très dense. Et puis d'un côté, donc, on va avoir un liquide qui va circuler, ça va être du vin. Et de l'autre côté, on a du gaz. Et en fait, il va y avoir, en fonction des différences de pression qu'on va avoir d'un côté du compartiment liquide et d'un côté du compartiment gaz, on va avoir les transferts de gaz qui vont se faire entre le liquide et le gaz. Voilà. Donc, il ne s'agit absolument pas de filtration. Quand on parle de filtration, on a un transfert qui n'est uniquement que dans un sens. Ici, on a un transfert dans les deux sens et qui ne concerne que du gaz. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, j'essaie d'être très. C'est vraiment vulgarisé au maximum, mais c'est vraiment ça le principe. Le mieux, c'est de te contacter pour avoir plus de détails, hein. Exactement, et que je puisse montrer des schémas plus précis de ça. Ouais. On est bien d'accord. Euh, Aline ou Geoffrey peut-être, vous faites mention d'un double effet pour le Ficilia, mais quel est le meilleur positionnement pour cette solution? Geoffrey, si tu veux répondre, ou peu Ouais, importe. Geoffrey. En fait, très concrètement, Ficilia, on a une action larvicide et ovo-larvicide. L'optimal de son efficacité, c'est sur un positionnement tête noire. Donc vraiment juste au moment où la larve va sortir de l'œuf, en fait. Et toute l'efficacité et la performance du produit doit être focus en fait sur la qualité du positionnement, d'une part sur la qualité d'application, mais aussi sur ce stade d'application qui est vraiment primordial pour assurer pleinement l'efficacité de la solution. Donc voilà, vraiment Est-ce que ciblé ouais. Vas-y, poursuis. C'est vraiment ciblé hein, ce positionnement stade tête noire sur l'utilisation de Ficilia dans la lutte contre les vers de grappin, notamment des mices. On me demande aussi si elle est compatible avec le cahier des charges et les exigences, notamment en termes de vinification et de résidus au niveau de l'export. Sur ce point-là, en fait, en effet, un Ficilia, c'est une solution qui est tout à fait compatible sur la partie cahier des charges. C'est, comme l'a évoqué tout à l'heure Aline, mais une solution qui s'utilise en agriculture conventionnelle, mais aussi en agriculture biologique, et qui est utilisée dans plus de 100 pays à travers le monde, hein. C'est une solution qui est vraiment largement utilisée sur de nombreuses cultures, en plus de 100 pays et de nombreux usages au niveau de la matière active, hein, plus de 200 cultures à travers le monde. La société Corteva, on est capable de vous apporter des réponses si vous avez des besoins d'identification de données pour les pays d'import qui vous intéressent. Clairement, on peut être à votre disposition pour vous renseigner. Et sur la partie résidus, en fait, on a une démarche spécifique interne Corteva qu'on appelle Connext, hein, qui permet en fait d'accompagner l'ensemble des acteurs des filières, notamment sur la partie cahier des charges. On collecte des données résidus à travers l'Europe, en lien ici aussi avec des itinéraires techniques. On utilise après des outils statistiques et de probabilité qui nous permettent en fait d'établir des recos d'utilisation pour répondre aux demandes des cahiers des charges type zéro résidu. Dans ce cadre, il est vraiment important aussi de respecter on va dire l'étiquette et les délais avant récolte notamment pour avoir vraiment des valeurs qui correspondent à vos cahiers des charges. Merci Geoffrey. Régis, une question pour toi. Est-ce qu'on peut substituer les apports foliaires par une ferti-irrigation? Alors, oui, on peut utiliser les deux, c'est-à-dire on peut faire de la fertirrigation et des apports foliaires. Alors, comme là, on parle du printemps, j'ai dit qu'au niveau printanier, l'assimilation par les racines est des fois compliquée, due aux températures du sol et autres. Moi, je préférerais des apports foliaires à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce stade-là, du débourrement, je dirais, jusqu'à bouton floraux séparés. Mais on peut faire les deux, mais l'apport foliaire sera plus efficient d'après moi. D'accord, merci. Je vais poser, Pascal, il est avec toi, Yannick? Oui, il est à côté. Pascal, j'ai une question, on me demande, et je te pose deux questions parce que j'en ai deux et je vais les poser sur les rafloirs. Pourquoi il est peu consommable? Enfin, il consomme assez peu d'eau, tu peux nous l'expliquer en quelques mots. Et surtout, est-ce qu'il y a des cépages qui ne sont pas adaptés à ce type de rafloir? Oui.
Alors, pourquoi il consomme peu d'eau? Ben, c'est parce qu'en fait, il est compact et surtout qu'il est très peu triturant. Ça veut dire qu'il abîme très peu les parties végétales et le grain. Et donc, il abîme peu le raisin, donc peu de jus, donc peu, comment dire, de matière colmatante. Et de ce fait, il est assez facile à laver de par effectivement ces deux points, peu triturant et compact. Sur l'autre point, effectivement, y a-t-il des cépages qui ne sont pas ou qui ne marchent pas bien avec cette technologie d'éraflage, on va dire par inertie? Oui, il y en a un, et pas des moindres, le pinot noir, parce qu'il a une caractéristique, c'est que la force de séparation qu'on va avoir du grain par rapport à la rafle en axial est très importante pour le pinot noir, alors qu'il a une pellicule qui est très fine. De ce fait, quand on applique une grosse force, on a plus tendance à abîmer la pellicule. Et donc, dès que la pellicule est abîmée, il y a libération de jus et donc il n'y a pas de séparation. Et à l'inverse, le pinot noir, en radial, ça veut dire dans ce sens, a une force de séparation qui est super faible. Donc, il est plus indiqué sur cette technologie, enfin sur cette variété de raisin. Les technologies avec des cages rotatives et des arbres rotatifs est beaucoup plus indiquée parce qu'on va avoir effectivement cette force de séparation par séparation radiale en faisant tourner la grappe sur elle-même. Voilà. Donc c'est assez rigolo, oui et non. C'est que même si ces technologies d'éraflage par inertie sont arrivées ces dernières années, elles n'ont pas éliminé ces cages rotatives qui, pour certaines variétés de raisins, restent encore indiquées. Voilà, si j'ai été clair. Très bien, parfait. Antoine, s'il te plaît, j'avais une question sur l'analyse du SO2 avec le LQA, mais tu l'as dit dans ta présentation, donc va la passer. Par contre, est-ce que pour pouvoir acheter, est-ce qu'il y a des systèmes de financement pour ces équipements? Alors, merci, c'est une très Des très bonne aides, question. des aides d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est une très bonne question, mais je pense que comme mes confrères et consoeurs qui sont présents pour leur présentation, en fait, déjà, il y a les aides France Agrimaire où tous les équipements de laboratoire sont éligibles, au même titre que les autres investissements, finalement. Et puis, euh, il peut arriver également sur certaines zones, je repense encore à la Corse, où il y a des aides supplémentaires avec l'ODARC notamment. Certains vont aussi bénéficier du crédit d'impôt. Et puis nous, c'est une nouveauté aussi chez Dujardin, c'est que on propose également ce type d'équipement, le LQA en leasing. Donc là, et ce qui est bien, c'est que dans notre proposition de financement en leasing, sur le pack Sérénité, donc on en reparlera si vous voulez aller plus loin, mais euh, en clair, sur toute la durée du financement, ben, le contrôle de l'appareil, c'est-à-dire la maintenance, elle est comprise dedans. Voilà. Je vais passer à Yannick, juste pour connaître la durée de vie d'une membrane. Oui. Alors, je suis désolé, j'ai ma caméra. Ah, c'est bon, la caméra est revenue. Oui, alors ça, c'est effectivement une très bonne question aussi qu'on nous pose aussi assez régulièrement. En règle générale et en moyenne, hein, ça dépend effectivement du taux d'usage de l'outil, mais on imagine que si c'est un outil qui est positionné devant une ligne d'embouteillage qui va travailler tous les jours, la durée moyenne d'une membrane, en fait, c'est environ 5 ans, un peu plus de 5 ans. Ce qui est surtout important, c'est que qu'est-ce qui va justifier qu'une membrane elle est encore efficace ou pas, c'est qu'elle conserve ses propriétés d'hydrophobicité. Je l'ai pas trop cité tout à l'heure, mais pour pas trop être dans la technique, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il faut surtout respecter les consignes et les procédures de nettoyage. Par exemple, proscrire certains produits, notamment ceux qui contiennent des tensioactifs, puisque si on utilise un tensioactif, on va complètement tuer l'hydrophobicité de la membrane. C'est pareil, on demande des procédures de séchage à l'azote, qui sont très importantes, qui vont prendre du temps dans les procédures de lavage. Hein, ça prend 4 heures, le séchage, mais c'est une condition indispensable pour conserver la durée de vie de la membrane. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que une procédure de lavage, c'est en gros une fois par semaine. Hein. C'est-à-dire qu'on utilise tous les jours et journalièrement l'appareil, mais on va juste le rincer à l'eau, ça suffira.
et on fait une procédure de lavage une fois par semaine, simplement. Mais il faut considérer 5 ans. Voilà. Nick, est-ce qu'il y a une préparation particulière pour le vin avant? Oui, oui, tout à fait. On ne peut passer que des vins qui ont été préalablement filtrés. Et pour donner un ordre de grandeur de type de filtration, on dit qu'il faut qu'il soit filtré sur un grade inférieur à 5 microns. Voilà. Ça ne peut pas passer des vins bruts, ça ne peut pas passer des vins avec des fortes turbidités, même des turbidités moyennes de 20, enfin 10 ou 20 NTU, c'est encore trop élevé. L'idéal en fait, c'est de passer le vin au préalable sur un filtre tangentiel, par exemple, c'est ce qui se fait beaucoup. À membrane, effectivement. Alors, idéalement, c'est avec un filtre Bouchard-Valin, mais effectivement sur un filtre tangentiel. Et il faut savoir qu'il y a des installations qui sont couplées, c'est-à-dire qu'on peut, et on l'a fait, derrière le tangentiel, on passe directement sur le pare-vélis pour pouvoir avoir en même temps filtration et ajustement des gaz. Bien, merci Yannick. Allez, Géoffrey ou Aline, qu'est-ce qu'on entend par la résistance au lessivage? Ça représente quoi un chiffre? En fait, notre produit Ficilia en fait, a une excellente résistance au lessivage de par son mode d'action, notamment puisque c'est un produit qui est translaminaire. Donc quand on va l'appliquer, il va tout de suite se mettre à l'abri du lessivage au sein du végétal. Donc il est très peu sensible. Et pour votre information, on a fait des tests extrêmes dans des conditions, on va dire, d'orage sévère, où on a apporté 20 mm de pluie en 30 minutes post-application. Et ce qui nous a permis en fait clairement de maintenir une efficacité pour gérer une génération de démises notamment et de gérer la problématique vers de grappe dans des conditions de lessivage assez importantes, ce qui met comment dire, en difficulté très souvent les solutions, mais en l'occurrence ici ça donne du confort d'utilisation aux viticulteurs puisqu'il sait que si voilà il a un orage de ce type par exemple, il sera pas obligé de renouveler l'application pour notre solution. D'accord, mais est-ce qu'il faut absolument appliquer dans des conditions de séchage de la feuille ou est-ce qu'on peut faire de la grappe ou est-ce qu'on peut le faire si c'est encore un petit peu humide? Il est préférable d'appliquer sur un feuillage sec, hein, clairement. Ouais, évidemment. Par contre, après, la pluie, si elle arrive très rapidement derrière, vous êtes tranquille, hein. Très bien. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les questions. Vous êtes encore nombreux dans la salle et merci d'être là. Moi, il me reste à vous remercier tous pour votre implication, votre fidélité dans ces différents webinaires. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires que l'on fera à tous bientôt. Et puis, pour le webinaire tendance, on se dit à dans 2 ans, hein, puisque c'est biannuel. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous rappelle que c'est enregistré, que vous pouvez retrouver, pour ceux qui ont pris en cours, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques inscrits en cours, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire dès demain sur la page YouTube de Vignovin. Bon après-midi, bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.